Salut tout le monde, bienvenue à cette dernière du rapport Boivin, 25 mai 2017 et déjà 25e chapitre et dernier chapitre, je devrais dire, de cette première saison du rapport Boivin. Merci aux téléspectateurs de TVC Basse-Lièvre et ceux de ma TV. Vous allez avoir rendu mon passage ici, mes 25 chapitres, bien agréable. Mais avant de passer à l'actualité, parce que vous le savez, à la fin, je cours pour rattraper mon souffle et je ne veux pas manquer à tous mes égards, c'est-à-dire l'équipe. Parce que, comme je leur disais, si la caméra est tout croche, je fais dur. Si l'éclairage n'est pas bon, je fais dur. La personne, bien ça, j'ai juste le contrôle sur moi-même. Alors, je ne pourrais pas passer sous silence tout le travail pendant les 25 chapitres du rapport Boivin qui a été accompli par l'équipe en régie, en arrière de moi, puis qui rend mes visites ici à Buckingham super agréables. Alors, merci à Jeanne-Sophie, merci à Gilbert et merci à mon chef d'orchestre, Jean-François, qui mène tout ça de main de maître. Alors, c'était apprécié, puis c'est vraiment un beau moment que je passe en leur compagnie, mais pour votre bénéfice, puis mon propre défoulement personnel à toutes les semaines ici dans les studios de la TVC Basse-Lièvre. Merci à Martin Perrault de m'avoir offert cette opportunité. Puis c'est possible qu'on revienne en septembre. S'il me tord le bras pas mal, on verra, probablement que ça va me tenter. Alors, sans plus tarder, finissons cette émission en beauté. D'ailleurs, vous allez avoir vu la gang qui m'entoure. C'est ma gang, ça. Sans eux, il n'y en aurait pas de rapport Boivin, puis je ferais dur, pas à peu près. Ceux qui n'ont pas fait dur, c'est nos gens de Gatineau. En fin de semaine passée, suite aux inondations, j'avais un peu de crainte parce que c'était un long week-end. Il faisait pas nécessairement très beau. Est-ce que les Gatinois répondraient à l'appel de la ville de Gatineau, du maire de la ville de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, et participeraient à la grande corvée? Bien, vous avez été extraordinaire. On parle de plus de 1000 bénévoles qui se sont déplacés samedi et dimanche dernier pendant le long week-end de la Reine, du Patriote, de dollars, de ce que vous voudrez. C'était absolument extraordinaire. Samedi et dimanche, on parle de plus de 125 000 sacs qui ont été ramassés. C'est plus de la moitié des sacs qui avaient été distribués un peu partout aux quatre coins de la ville. On le sait, dans ce coin-ci, du côté de Masson-Angers, Buckingham, en tout cas de la Basse-Lièvre, avec le fer à cheval, c'est épouvantable, mais on a pu procéder rapidement à ces travaux-là. C'est pas fini, par contre, pensez pas que c'est tout fini. Il y a encore des gens qui ont besoin de votre aide parce qu'on est rendu à l'étape du séchage, on est rendu à l'étape de la désinfection, du nettoyage, la reconstruction, et là, les débats vont s'enclencher. Il y a déjà eu une réunion spéciale de la ville de Gatineau cette semaine, je pense que c'était mardi, où on a commencé à réfléchir sur comment est-ce qu'on reconstruirait le long des berges, qu'est-ce qu'on fait avec ces constructions-là. Certains on parle de perte, mais est-ce que c'est vraiment une perte totale, dans le sens que ça s'appliquerait pour aller se rebâtir ailleurs puis prendre les montants que Québec est prêt à verser dans ce contexte-là? Pour qu'il y ait vraiment une perte totale, je vais vous dire, ça prend quand même beaucoup. Ce n'est pas parce que ton sol a été inondé que tu as nécessairement une perte totale de ton bâtiment. Mais il y a des opportunités d'affaires. Il y a des opportunités de peut-être mieux construire le long des berges, parce que, comme je le dis à plusieurs qui pensent que c'est épouvantable de se construire sur le long des berges, moi, je pense à l'Islande, je pense à la Hollande, je pense à la Hollande qui est en dessous du niveau de l'océan et qui réussit à passer à travers parce qu'on bénéficie de techniques absolument extraordinaires en matière de digue et en tout cas, il y a des choses qui peuvent être faites et avant de tout simplement scraper ou bien de reconstruire tout croche puis rien que de lever avec de la terre comme ça a été fait illégalement sur la rue Urtubise, dans certains coins de la rue Urtubise,
Je pense que ça vaudrait la peine de peut-être se pencher là-dessus. Je me suis laissé dire qu'il y avait le Centre canadien national de la recherche, le CNRC, qui était disposé à peut-être embarquer dans un projet avec la Ville de Gatineau, mais il n'y aurait pas eu de réponse. J'ai bien hâte de voir ce qui va sortir de tout ça. Je sais que le conseiller Marc Carrière, le conseiller, pas le député, est très actif sur cette question-là. Et ça, c'est le conseiller de Masson, du district de Masson-Angers. Pendant qu'on parle de reconstruction, ben, il y a la grève dans la construction. Évidemment, ça ne touche pas, comment je pourrais dire, le résidentiel non commercial. C'est pas si vous êtes en train de reconstruire ou faire certains travaux de rénovation à votre propriété, par exemple, dû aux inondations, ben, techniquement, vous ne devriez pas subir de contre-coup de cette grève dans la construction. Ça va mal, les discussions là-bas. Je ne suis pas si convaincue que ça, qu'il y a un écart si grand que ça entre les partis, mais ils en sont rendus là. J'ai entendu une réflexion cette semaine, puis en tant que personne spécialisée en relations de travail, c'est une bonne question. Je n'ai pas le temps d'y répondre au complet pendant cette émission-ci, mais est-ce que la grève ou le lock-out, ce sont encore des moyens appropriés dans le monde merveilleux des négociations de conventions collectives? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus intelligent pour s'assurer que le rapport de force, plutôt que de fonctionner soit par la menace de l'employeur ou une menace de l'employé, ne pourrait pas être fait différemment? C'est des choses sur lesquelles on pourra peut-être penser ou réfléchir un petit peu plus longtemps dans les années à venir ou dans les mois à venir même. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que la situation se développe d'heure en heure. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qui est en Israël jeudi, au moment où j'enregistre l'émission en après-midi, a annoncé que s'il n'y avait pas d'entente négociée entre les partis, bien qu'il y aurait une loi spéciale lundi prochain. Je suis allergique aux lois spéciales, je vous le dis tout de suite. Premièrement, parce qu'au niveau justement des relations de travail, ça augure pas très bien pour la suite des événements. J'espère qu'on va prendre la fin de semaine pour tenter de résorber. Et à ceux, parce que des fois, on ouvre les tribunes téléphoniques dans différents médias de la province, puis êtes-vous pour ou contre la grève, etc., puis est-ce que vous trouvez que le syndicat a raison ou est-ce que l'employeur... Et là, quand je vois que les gens commencent à comparer leur job ou la job de X et Y, premièrement, on n'est pas au courant de tous les faits du dossier, donc je ne me prononcerai pas sur qui a raison entre l'employeur, l'Association des constructeurs et le syndicat des travailleurs de la construction. Parce que c'est facile de juger du haut de nos chaises puis de nos podiums, là, mais quand on parle de concilier travail-famille du côté syndical, puis qu'il y en a qui se comparent parce qu'ils n'ont pas de temps supplémentaire, de payer à du temps double, par exemple, ou qui n'ont pas les mêmes conditions, ou qui commencent bien de bonne heure, parce qu'il y en a qui ne veulent pas commencer avant 6 heures. Moi, vous dire, comme je me lève à 5h30, tout est relatif. Tout ça pour dire que tout est relatif dans la vie. Mais j'espère que les partis vont arriver à un résultat négocié plutôt que d'avoir une loi spéciale. La loi spéciale ne réglera pas tout le problème. La loi spéciale va faire en sorte que les partis, soit avec un arbitrage, en tout cas, on verra quel contexte le gouvernement va mettre à sa loi spéciale. Donc, ça n'aura pas magané trop le système de la construction au moment où on se parle et on voit qu'on ne laisse pas les partis négocier trop longtemps. J'espère qu'il n'y aura pas de violence sur les chantiers. Loi anti-briseur de grève ne s'applique pas sur les chantiers de construction, ce qui veut dire que l'employeur un constructeur pourrait utiliser des briseurs de grève, des travailleurs de la construction qui accepteraient de travailler malgré la grève. Ça aussi, je suis allergique à ça. Je trouve que c'est une façon cheap de contourner la loi, même si c'est permis. Ça n'aide pas non plus dans les relations de travail. Et je ne comprends pas qu'en 2017, il y a encore des catégories d'employeurs qui sont exclus au niveau des lois anti-briseurs de grève. Tu as le droit de la faire, la grève, ou tu n'as pas le droit de la faire, mais pas les deux en même temps. En troisième lieu, je vais absolument, avant la pause, vous parler rapidement du Congrès de Québec solidaire, parce qu'on a plus entendu parler le Parti québécois qui a braillé tout le long de la fin de semaine, parce que les membres au Congrès du Québec solidaire qui ont, par ailleurs, entériné les nominations de Manon Massé et de Gabriel Nadeau-Dubois comme nouveau porte-parole de Québec solidaire. Restera à Gabriel Nadeau-Dubois de se faire élire, ça s'en vient bientôt, je pense, au début juin.
dans le comté anciennement détenu par Françoise David. Mais la question qui était sur toutes les lèvres puis qui était sur tous les réseaux sociaux pendant tout le week-end, c'était: est-ce que Québec solidaire va accepter l'offre de convergence qui était vraiment poussée par le chef du Parti québécois, Véronique Yvon, qui était sur le plancher du Congrès de Québec solidaire comme députée du PQ, un petit peu en charge de ce dossier-là, puis qui voulait tellement voir la convergence entre les partis politiques souverainistes comme Québec solidaire et le Parti québécois, qui est retournée chez elle extrêmement déçue parce que les membres de Québec solidaire ont refusé la convergence avec le Parti québécois, pour reprendre encore une fois l'expression utilisée par Manon Massé, qui en aura sorti des très bonnes, comme le pogo, le moins dégelé de la boîte. Mais là, elle a dit que le Québec solidaire, c'était pas l'escabeau du Parti québécois vers le pouvoir. Alors, ça voulait bien dire. Ce que Gabriel Nadeau-Dubois rajoutait là-dessus, c'est qu'à Québec solidaire, de présenter une offre qui va rejoindre les Québécois lors de la prochaine campagne électorale. Ils ont beaucoup de chemin à parcourir avant de se rendre au pouvoir, vous me direz, mais quand on regarde le Parti libéral du Canada, qui croupissait comme troisième parti à la Chambre des communes avant les élections de 2015 et qui avait parfois à peine était dans les 10, 12, 15 % d'intention de vote, bien, regardez-les maintenant, ils sont au pouvoir majoritaire et très majoritaire. Alors, je ne compare pas Québec solidaire au Parti libéral du Canada, là, avant que je reçoive des lettres de bêtises, mais ce que je vous dis, c'est que tout est possible. Il faut arrêter de prendre l'électeur comme un imbécile qui, si je ne vote pas, s'il n'y a pas de candidat Québec solidaire, ça veut dire que je vote maintenant Parti québécois. Ça ne marche pas nécessairement comme ça. Alors, moi, personnellement, je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Ceci étant, parce que l'idée, c'était d'essayer de battre les libéraux du Québec, parce que s'ils ne vont pas chercher un certain pourcentage, bien, c'est presque garanti selon les sondeurs. Mais moi, je pense que, là, encore une fois, les Québécois pourront peut-être offrir certaines surprises, puis on oublie la CAQ à travers tout ça. Mais convergence refusée. Par ailleurs, il y a une entente entre les forces souverainistes, donc Option nationale, Québec solidaire, le Parti québécois, mais par rapport à la façon de procéder dans un contexte de souveraineté. Comment est-ce qu'on accéderait, comment est-ce que le Québec accéderait à la souveraineté? Beaucoup se sont insurgés du fait que Québec solidaire, les dirigeants du parti, ont demandé à ne pas véhiculer cette entente qui était intervenue peut-être quelques semaines avant le Congrès pour pas que ça mélange les choses par rapport à la convergence qui, elle, est de dire, dans un comté où on pense que c'est un péquiste en avance, on ne présentera pas de Québec solidaire et vice-versa. Dans les comtés de Québec solidaire qui a des chances, ben on ne présentera pas de péquistes, comme les péquistes n'en présentent pas d'ailleurs dans le comté de Gabriel Nadeau-Dubois. Ça sera seulement une bataille avec le libéral et la coalition Avenir Québec. Alors, c'est quand même des choses intéressantes qui se profilent. Je suis un peu déçue de Québec solidaire, qui est un parti démocratique et qui, ça paye jamais de cacher de l'information. Ça donne l'impression que tu n'as pas confiance dans ton membership. Enfin, des histoires à suivre. On fait une courte pause et on revient avec d'autres histoires. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait pourquoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des apothicaires, ça m'aide beaucoup. Bonjour, ici Mathieu Daou. Chaque semaine, je vous propose une belle rencontre avec des personnalités d'ici, dans la région. Tribune locale, tous les mardis dès 17h30 à TVC Basse-Lièvre. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport. Mon nom est Mathieu Daou, je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Basse-Lièvre. Et j'ai oublié de remercier ma plume, mais que j'ai beaucoup moins utilisée après peut-être 2-3 émissions du rapport Boivin en passant. J'avais le goût de le dire, je ne sais pas pourquoi. Histoire
Épouvantable cette semaine, un attentat suicide à l'Arena de Manchester. C'était un concert d'Ariana Grande, une jeune star américaine très populaire auprès des jeunes. Il y avait beaucoup de monde au stade où elle performait et c'est arrivé tout à fait à la fin du spectacle. D'ailleurs, la chanteuse était sortie de l'Arena en question et quand il y a eu une explosion, et peut-être même plus qu'une explosion. Attentat suicide qui a été revendiqué par l'État islamique. Ceci étant, comme plusieurs spécialistes l'ont dit, l'État islamique revendique à peu près tout, là, tu sais, je veux dire, il revendiquerait probablement d'être la raison d'être de toutes les émissions de TV, n'importe quoi qui peut leur donner une opportunité d'avoir de la publicité. Fait quand c'est quelque chose qui fait mal à l'Occident, bien, c'est un plaisir pour eux de le revendiquer. Là n'est pas la question, on est en train d'apprendre de plus en plus sur l'individu en question, que je nommerai même pas parce qu'il mérite même pas une seconde de publicité de quelque façon que ce soit. Il s'est fait exploser. En faisant ça, il a tué 19 autres personnes et en a blessé, en fait 22, je pense, 22 morts et 59 blessés là, dans mes derniers décomptes avant de venir faire l'émission. C'est cheap, c'est bas. Dire qu'on fait des choses prétendument au nom de la religion, ça me fait vomir, littéralement, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien de très charitable et religieux à travers tout ça. Ils ont beau dire qu'ils veulent tuer une façon d'être que nous sommes, nous, en Occident, il y a bien d'autres intérêts en jeu à ce niveau-là. Tout ce que j'espère à chaque fois, puis de plus en plus on les voit, ces événements-là, il y a des gens comme lui, ce jeune-là, qui était naturalisé en Angleterre et tout ça, qui provenait de la Libye. Son père était en voyage en Libye. Lui est allé faire un voyage aussi. Est-ce qu'il était à coquiner avec d'autres personnes? Est-ce que c'est un cas de radicalisation, encore une fois? Il y a tellement de dessous, de ramifications qu'il faut faire attention avant de sauter trop hâtivement aux conclusions. Il y a encore trop d'informations manquantes. Quel genre de vie? Quand on va comprendre un peu mieux le personnage, parce que ça prend, essayez de vous imaginer, là, de te mettre une espèce de ceinture qui va te faire sauter sur place puis amener avec toi d'autres êtres vivants. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ton cerveau, il y a quelque chose qui fonctionne pas quelque part. Il y en a qui sont endoctrinés depuis des lunes et pour eux, c'est un geste de martyr pour une cause et puis essayez même pas de comprendre tout ça. Mais là où on leur donnerait tout à fait raison, c'est de commencer à avoir peur, de ne pas sortir. Nous, ici, on va avoir le 150e cet été, on va avoir toutes sortes du Canada. Ça a l'air petit hein, quand on compare avec Montréal, 375, Québec, 400 ans, il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, au Canada, on va fêter le 150e. Et ça veut dire des parties, ça veut dire toutes sortes d'activités. Mais il ne faut pas non plus s'empêcher puis de commencer à ne penser qu'à ces situations-là. Mon cœur est avec tous ces gens-là. Il fallait voir la reine d'Angleterre, qui n'est pas jeune, 90-91 ans, qui faisait le tour des hôpitaux pour aller au chevet des personnes blessées. En tout cas, je pense qu'on sympathise tout le temps parce que c'est des gestes, peu importe que ça ait été à la mosquée, la Grande Mosquée de Québec, ou que ce soit là, ou que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, ces gestes-là n'ont pas leur place. Mais comme certaines guerres à travers le monde n'ont pas leur place non plus, mais ça sera pour une autre histoire, on y reviendra fort probablement à la deuxième saison, si deuxième saison il y a. Bon, Québec qui nous dit qu'il veut avoir plus de soins palliatifs à domicile. Quand une personne est sur le bord de mourir, plus souvent qu'autrement, posez-leur la question, ils veulent mourir à la maison. Qui veut aller mourir dans un hôpital froid, où tu es loin de chez toi, tu te sens, on dirait qu'on ne se sent pas bien. C'est un moment pas facile, évidemment, à passer ni pour la famille, ni pour le patient. Alors que le gouvernement de Philippe Couillard, avec sa tête au niveau santé, le docteur Barrette, veuille augmenter l'offre de services de soins à domicile, de soins palliatifs, bravo. Mais on est vraiment loin, puis il était temps qu'il se réveille. Parce qu'on se compare avec d'autres provinces au pays, on est les derniers là, à queue du peloton.
c'est pas un honneur parce qu'à mon avis, si on offrait plus de soins palliatifs, peut-être, puis de bons soins palliatifs à la maison ou des maisons comme la maison Mathieu Froment-Savoie. Je vous encourage à participer d'ailleurs à leur souper moules et frites le 5 juin. Si vous allez sur le site de la maison, vous allez voir toutes les informations. Mais si on avait plus de ces maisons, il y a le Monarque ici, dans Petite Nation aussi, mais ils n'ont pas suffisamment de lits pour la demande. Alors, je pense que ça serait plus humain de mourir de cette façon-là et peut-être que les gens seraient moins friands de l'aide médicale à mourir s'ils savaient qu'ils étaient pour avoir une fin qui était humaine plutôt que ce froid des hôpitaux, même si bravo pour le service, bravo pour ce que les infirmières font. C'est pas toujours évident, mais n'empêche que c'est pas le rêve de qui que ce soit de finir ses jours dans un hôpital. Alors, j'espère qu'on va le faire. On parle de doubler les soins palliatifs à domicile. On est à 11 %, c'est pas fort. On veut le doubler autour de 20 %. Je leur souhaite bonne chance, mais j'espère que c'est pas juste un vœu pieux et qu'on va arriver avec des vrais chiffres. Une qui a dû être dans ses petits souliers en ce beau jeudi, qui va sûrement passer de mauvais quart d'heure, c'est la ministre de la Justice du Canada, qui s'appelle, j'ai tout le temps de la misère avec son nom, Jody Wilson-Raybould. Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice du Canada, participe à travers la commission d'enquête publique nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues, assassinées. Puis vous vous rappelez, il y a eu une émission il n'y a pas si longtemps, à Tout le monde en parle, où on a parlé de cette question-là. Il y a des femmes de la région, Ojik, Madame Ojik et d'autres qui sont allés parler de la disparition de leurs enfants. Pas de suite, on ne sait pas ce qui s'est passé avec ça. Puis c'est comme si parce que ce sont des femmes autochtones que c'est pas aussi important que des femmes blanches ou peu importe. Et dans ce contexte-là, le père, Jody Wilson-Raybould, c'est une femme issue des Premières Nations. Son père, c'était un grand chef d'une Première Nation en Colombie-Britannique. Et je vous jure qu'hier, il n'a pas été de main morte. Sur son Facebook, sur les réseaux sociaux, dans une entrevue avec CBC Radio, où il a été très virulent à l'encontre de ce qui se passe avec cette commission-là. On se rappelle que le gouvernement Trudeau, c'était une partie importante de leur plateforme électorale. Ils étaient pour faire ce que les conservateurs ne faisaient pas, c'est-à-dire cette commission d'enquête nationale. C'était pour conduire à une réconciliation des Premières Nations avec ce dossier-là et avec le gouvernement fédéral. Et ce que le père de Jody Wilson-Raybould a dit, Bill de son prénom, c'est que c'était une farce sanglante et une forteresse d'incompétence bureaucratique. Et voilà dans les dents, les amis. Alors, quand tu as le père de la ministre de la Justice, ex-grand chef, qui est maintenant un grand chef honoraire d'une Première Nation importante en Colombie-Britannique, te dit que ta commission ne vaut pas de la marmelade, ben tu as un problème sérieux sur les bras. Et ce n'est pas le premier à le dire en passant. Il y a beaucoup de gens, des familles de victimes qui souffrent beaucoup de cette situation-là, qui déplorent aussi sur les réseaux sociaux qu'il ne se passe rien. On dirait que c'est plus de l'administratif. C'est comme n'importe quoi. C'est comme le dossier Phoenix de système de paye qu'on nous dit une semaine, le secrétaire parlementaire McKinnon, qui dit que tout va bien, puis là, nous fait une annonce qui réinjecte un autre 140 millions. Ça va leur coûter 400 quelques millions, puis ils ne savent même pas si on réglé le problème. Mais c'est la même chose avec la commission d'enquête nationale sur les femmes autochtones et les filles autochtones disparues ou assassinées. Une belle grosse structure, une belle grosse coquille avec des commissaires, puis il ne se passe rien. Alors, je répète, farce sanglante, bloody joke et une forteresse d'incompétence bureaucratique. Une forteresse d'incompétence bureaucratique, c'est là, dans mon livre à moi, comme expression, avec le pogo, le moins dégelé de la boîte. Enfin bref, ça vous donne une bonne idée de ce qu'attendait la ministre de la Justice quand elle est arrivée certainement à la Chambre des communes, malgré que je pense qu'ils sont en congé. Elle a dû faire « ouf, ça fait du bien » parce que dans ce temps-là, les médias ont plus de difficultés à te mettre la main au collet. Mais c'est un peu symptomatique de ce que ce gouvernement-là, ce gouvernement Trudeau vit, c'est-à-dire qu'il fait
parle beaucoup de transparence. On a parlé de Madeleine Meyer, la nominée du premier ministre au titre de commissaire aux langues officielles, qui est allée parader devant le comité pour aller leur dire tout bonnement que c'était pas la job qu'elle recherchait. Elle cherchait une job de sénatrice. Elle s'en va dire ça aux membres du comité sur les langues officielles qui sont en train d'analyser la décision du premier ministre. Alors, puis qui avait promis de la transparence dans son système de nomination. Ça vous donne une méchante bonne idée que c'est très transparent. Puis cette semaine, on apprenait qu'il y avait même une firme de chasseurs de tête. Hey, le comble de l'insulte, tu sais, je veux dire, quand on veut rire du monde, c'est ça qu'on fait. On va être transparent. On paye une grosse firme de chasseurs de tête pour nous trouver le ou la commissaire aux langues officielles extraordinaire. Puis, entre-temps, on a déjà fait notre choix. Fait que dans le fond, il y a du monde qui passait le processus et eux autres qui se sont plaints. Puis, on dit on était appelés à la deuxième étape quand on a appris qu'il y avait déjà quelqu'un de nommé. Alors, il y a un problème en quelque part. Bien, c'est la même chose avec la Commission nationale d'enquête. Tu as l'impression qu'on a beaucoup parlé en campagne électorale, on fait des promesses. On espère que les gens vont juste retenir la promesse. Puis des fois, moi, vous dire, à écouter certaines personnes à qui je parle dans la région ou ailleurs, en province ou même au pays, des fois, j'ai comme l'impression que ça marche parce qu'ils disent tout le temps « Oui, mais il fait les choses différemment de Stephen Harper ». Pas si sûr de ça, moi, les amis, qui fait les choses si différemment du gouvernement Harper, parce que la plupart des lois qui étaient en vigueur sous Stephen Harper, ils sont malheureusement encore sous Justin Trudeau, qui a été appelé par, j'essaie de me rappeler qui l'a appelé, c'est le père de sa ministre de la Justice, qui a dit le jeune Trudeau. Ça te met à ta place comme premier ministre du Canada. D'ailleurs, ma gang en arrière me soulignait que c'était peut-être la première fois que je n'avais pas d'informations sur Donald Trump à vous partager. Il y en aurait tellement, là, que je ne voulais pas me déprimer à ma dernière de la saison. Mais je fais juste m'imaginer le président Macron, le premier ministre Trudeau, avec Donald Trump. Ça va être une petite gang, excusez-moi, là, mais de fanfarons dans le sens poli du terme, s'il peut être poli. C'est des petits toxons qui vont chacun très, très fort sur l'ego portrait. Alors, ça va faire des portraits assez intéressants. J'aime mieux finir sur une note bien plus positive. Cette semaine, dans l'œil du dragon, on avait une petite équipe de Gatineau, d'entrepreneurs de Gatineau. Vous les en connaissez probablement deux d'entre eux, Simon-Pierre Ouellette, qui est journaliste à TVA, et Vicky Jaudry, qui est animatrice radio à, je pense, Rouge FM. Et ils ont présenté un projet qui est déjà sur pied. Ils en vendent déjà, mais ils essayaient d'intéresser des dragons. Et ils ont tous été intéressés, mais eux ont décidé de faire affaire avec Caroline Néron. C'est une brosse à dents écologique. Alors, Ola Bamboo. Et je trouvais que c'était une belle façon de terminer cette première saison du rapport Boivin, où j'aurais eu un plaisir fou à m'adresser à vous à toutes les semaines, comme je vous dis, pour me défouler. Et là, c'est le temps que Boivin dise plus rien. Bon été!